qu'est-ce qu'on fait? On continue à tuer des hommes sur place, du côté russe, comme du côté ukrainien? Ça me paraît assez improbable. Maintenant, sur la capacité, puisque c'est lié, la capacité européenne de produire, a augmenté. Mais c'est vrai qu'il y aura un manque s'il n'y a pas les Américains qui fournissent un certain nombre d'équipements. Pour l'instant, certains sont payés pour l'année 2025. Maintenant, on n'est pas sûr que M. Trump, d'un coup de décret, puisse pas l'annuler. Donc, ça veut dire quand même un manque d'équipement pour les Ukrainiens, bien sûr. Marie Gégaud, on voit que les Européens sont furieux et considèrent qu'ils sont trahis par l'allié américain. Comment aux États-Unis, d'ailleurs, cette annonce de Donald Trump, qui serre la main avec son ami Vladimir Poutine, est-elle perçue? Est-ce que certains ne se disent pas, finalement, il donne le point à Poutine, mais il n'obtient rien en échange? Et comment interpréter, parce que ce que je n'ai pas dit depuis le début de cette émission, c'est que de façon assez incompréhensible, J.D. Vance, le vice-président américain, donne une interview au Wall Street Journal, dans lequel il dit un peu le contraire de ce qu'on explique depuis un quart d'heure. Il dit « Mais il existe des moyens de pression économique et bien sûr militaire que les États-Unis pourraient utiliser contre Vladimir Poutine. » Il rétropédale en disant « Mais les Russes, on peut, s'ils ne se tiennent mal, on peut avoir une action militaire à leur endroit. » Oui, alors ça, je pense que c'est un artifice. Il est attendu à Munich. Il imagine très bien ce que vont lui dire les Européens. Il a peur de se faire engueuler. Je pense. Il faut qu'ils aient l'air un petit peu vaguement. Donc ils disent oui, on pourrait mettre plus de sanctions économiques, on pourrait envisager d'aider davantage l'Ukraine. Enfin, il dit des choses qui, pour le moment, ne sont pas du tout là, puisque c'est le contraire qu'on voit actuellement. Puisque, par exemple, il y a une réaction de Viktor Orban, qui est quand même le petit télégraphiste de Poutine en Europe orientale, le Premier ministre hongrois, qui dit mais c'est formidable, mais cette entente avec Poutine, voilà, Poutine revient dans le jeu. Et puis on va tout rouvrir, on va ouvrir les gazoducs, vous allez voir, c'est la prospérité pour notre pays, etc. Lui, il a pris fait et cause pour Poutine, en fait, évidemment, dans cette histoire. C'est incroyable, et il est au sein de l'Union européenne. Voilà, il n'est pas le seul, puisque maintenant on a Robert Fico, le dirigeant slovaque, et on va avoir des élections cruciales en 2025. Et là, c'est le gros point d'interrogation, parce que les élections en République tchèque, les élections en Moldavie, et surtout les élections en Roumanie, parce que là, la Roumanie, c'est... Et justement, je crois que c'est J.D. Vance qui a fait une déclaration sur la Roumanie en disant... Il a parlé tout à l'heure à Munich, et en fait, il a donné aux Européens une leçon de démocratie. J.D. Vance, le vice-président américain. Il a dit, voilà, vous devriez déjà donner la parole à l'extrême gauche, donner la parole à l'extrême droite. Il était inacceptable que vous ayez annulé les élections en Roumanie. En gros, vous n'êtes pas des démocrates. Donc en fait, il a d'ailleurs assez peu parlé de l'Ukraine. Et il nous a donné des leçons. Il nous a pris de haut, il nous a expliqué comment la démocratie, alors que l'Europe met en avant évidemment que c'est le continent de la démocratie dans le monde. Et donc après avoir été lâché par les Américains, on se fait, en plus ils nous disent qu'on est C'est ça, on ne respecte pas les valeurs démocratiques. Et qu'on va devoir payer, payer parce qu'ils nous disent en gros quand même, et c'est là où on a l'impression, et où je trouve Raphaël Glucksmann est quand même il pousse un peu le bouchon, mais il est dans le vrai, parce que ils viennent nous dire à l'OTAN, Exec, le ministre de la Défense américain, dit en gros voilà, alors la reconstruction c'est pour vous. Les troupes il y en a pour 500 milliards, la construction. Là, alors évidemment, quand les Américains nous disent c'est pour vous, ils ont à l'idée les avoirs de la Banque centrale russe qui sont en Europe pour la plus grosse partie, plus de 200 milliards de dollars. Mais bon, ils nous laissent un peu le bébé. Donc les garanties de sécurité, c'est vous aussi. Voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va dépêcher des soldats français, britanniques, en face à la frontière, là, comme dans la RDA. Et si jamais il y a un Russe qui arrive, on va refaire un mur de Berlin, quoi. Mais c'est là que moi, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que en fait, les Européens espéraient quand même un petit peu plus de mou sur l'OTAN, que la question du niet américain sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ait été digérée par les Européens. Tout le monde savait. On le savait, ouais. Ok, mais
là, en fait, Trump a reculé face à Poutine par rapport au mois de décembre, parce que le plan au mois de décembre, quand il a discuté avec Poutine, il s'était mis d'accord sur un moratoire, pas d'OTAN, un quelques moratoire de 15 ou de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est pas d'intégration du tout à l'OTAN. On Donc, vous en donne fait, l'Ukraine, en fait. Voilà. Oui, donc en fait, Trump a cédé aux injonctions de Vladimir Poutine entre le mois de décembre et le mois de février. Autre chose que les Européens espéraient quand on parlait aux diplomates ces derniers jours, là, avant tout ça, ils espéraient quand même que les Américains participeraient un petit peu aux garanties de sécurité. Parce que sans Américains dans les garanties de sécurité, on risque de se retrouver, de reproduire en fait le fameux mémorandum de Budapest de 1994, qui devait assurer la sécurité et le respect des frontières et la souveraineté de l'Ukraine, qui était garantie par la Russie, par les États-Unis, puis par la Grande-Bretagne, puis par la Chine et la France, et qui a été en fait déchiré en 10 secondes le jour de l'invasion en Ukraine. Et les Ukrainiens disent, en fait, des sans la garantie américaine, ça tiendra pas. Des petits trucs comme ça. Imaginez-vous si les Allemands rejoignent le clan qui, pour l'instant, est un clan à deux, c'est la Grande-Bretagne, et la France. Les Allemands, ils ont des limites. Ils tirent pas, les Allemands, quand ils sont dans ils des ne tireront pas sur les Russes si les Russes. Ça risque de se transformer en espèce de mission de vérification d'un cessez-le-feu comme l'OSCE. Poutine n'en fera qu'une bouchée. Je pense qu'il faut quand même se rappeler de 3 leçons. La première, c'est que les Américains, on a un peu l'habitude. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils ne pensent qu'à eux. La première guerre mondiale, ils ont... Enfin, deuxième guerre mondiale, ils ont pensé à nous quand même. Yalta, je rappelle Yalta, ils ont quand même coupé l'Europe en deux. D'accord ? Ouais. Bon, faut oui, mais ils sont venus défendre la frontière côté occidentale. Attendez 2 secondes. Je rappelle, Première Guerre mondiale, ils sont venus en 1917, pas en 14, on leur avait demandé, en 17. Pourquoi ? Parce que ils avaient un intérêt direct. Ensuite, Wilson a mis en place la SDN, etc. Ils se sont débandés et les Européens se sont retrouvés tout seuls. Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont intervenus qu'en 42, alors qu'on leur demandait en 40. Et ils sont intervenus quand ils ont été concernés par le sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eux-mêmes dressé les plans.